Mon nom est Véronique Lemieux, je suis fondatrice de Vigne en Ville, un programme de recherche qui est devenu une petite entreprise et j'ai aussi une petite parcelle que j'exploite avec des amis dans les cantons de l'Est en tant que vigneronne. Donc, Vigne en Ville, c'est d'abord et avant tout un projet de recherche sur le comportement des vignes rustiques en milieu urbain. Donc, on veut savoir, en fait, si les vignes sont une plante candidate idéale pour lutter contre les changements climatiques. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on plante de la vigne à Vigne en Ville et on peut assurément répondre que oui, parce que la vigne offre une couverture végétale impressionnante, elle nécessite très peu d'eau et très peu de fertilisants aussi. Donc oui, c'est la plante candidate idéale pour végétaliser la ville et ainsi réduire les îlots de chaleur. Donc, Fab City, pour moi, ça évoque une ville intelligente et une ville résiliente. Et pour moi, une ville intelligente, c'est d'abord et avant tout une ville qui s'approvisionne localement. Donc, dans notre cas, à nous, spécifiquement pour Vigne en Ville, justement, on n'avait jamais planté de la vigne en ville, dans le fond, sur les toits, et on a dû réfléchir à quel type de terreau serait le mieux adapté pour cette culture. Et en se posant cette question, la réponse que tout le monde donnait, c'était généralement, la vigne, c'est un mélange de sable et un mélange d'argile. Puis là, j'ai fait « sable ». Là, c'est quoi le problème avec le sable? Le problème avec le sable, c'est qu'il y a un grand problème mondial avec le sable dont on parle peu au Québec, mais qui finalement, à l'échelle internationale, est une crise assez sérieuse. On dit qu'il y a une pénurie de sable dans le monde. Parce que la construction des grandes mégalopoles a nécessité une quantité de sable importante. Et ce que ça fait, c'est que le sable, c'est une ressource naturelle non renouvelable. Et l'exploitation de sable, ça détruit des littorales. Il y a des conséquences écologiques assez importantes à ça. Donc, dans le cas de Vigne en Ville, nous, immédiatement, quand j'ai su qu'il fallait une proportion de sable, je me suis dit, quels matériaux on a abondamment dans la ville qui pourraient remplacer le sable? Et là est venue l'idée d'utiliser du verre broyé. Donc, finalement, on a mélangé l'argile avec le verre broyé, où ça a donné un tournant différent à notre projet de recherche aussi, parce que le projet de recherche, initialement, c'était surtout de savoir si la vigne se plaisait en ville et quelles étaient les qualités de la vigne. Bien, maintenant, on va beaucoup plus loin que ça. On cherche à savoir si, en plus, c'est la plante qu'en plus, on pourrait cultiver dans un terreau de verre broyé. Déjà, on était assez fiers de pouvoir dire que l'on recyclait du verre via notre terreau, mais il y avait quand même une question qui revenait souvent. Oui, mais à la fin de cette étude-là, qu'est-ce que vous allez faire avec votre terreau de verre? Parce qu'on n'allait pas commencer à mettre de la terre, un terreau avec du verre dans un champ, parce qu'on ne connaissait pas les réactions chimiques de tout ça. Par contre, lorsque, en année 3, troisième année de recherche, on a ouvert le sac et qu'on a réalisé qu'on ne voyait plus le verre dans notre terreau, là, on s'est questionné, puis on a dit, mais attends 2 minutes, là, le verre, il se posait dans le sac. On s'est mis à questionner des gens et des experts, dans le fond, pour essayer de nous éclairer. Et il se trouve qu'à la centrale agricole, dans le fond, un des lieux d'expérimentation, je travaille avec un grand expert de mycorhize. Ce qui s'est produit, en fait, c'est que la mycorhize, elle a la capacité de dégrader le verre. Et il m'a aussi appris par le fait même qu'il y avait des mycorhizes qui dégradaient déjà le plastique et que ça, c'était un peu, ça avait déjà été identifié dans le monde, mais qu'on n'avait pas réussi encore à identifier un mycorhize spécifique pour la dégradation du verre. Et donc, c'est ce qui a donné naissance au 3e projet de recherche que l'on pilote aujourd'hui sur le toit de la centrale agricole. On cherche à savoir ce qui s'est produit, dans le fond, avec le verre. Et l'hypothèse, elle est absolument fabuleuse. L'hypothèse est que, en fait, le verre serait redevenu à l'état de sable et au passage, il aurait libéré certains composants comme par exemple le magnésium parce que dans les mélanges de verre que l'on reçoit, il y a des bouteilles de champagne. Le magnésium, c'est un solidifiant de verre. Donc, on a plein d'éléments traces comme par exemple dans les bouteilles de bière verte, on retrouve du fer. Donc, finalement, donc il n'y a pas de couleur
couleurs artificielles, c'est que des couleurs généralement de grade alimentaire ou d'origine naturelle. Donc, notre ambition, nous, c'est de savoir si en fait le vert serait pas carrément un amendement finalement pour la Terre et non, étant donné que ça redevient de la silice et plein d'éléments traces dont le sol a besoin. Donc, au départ, on était convaincus d'avoir un produit en économie circulaire et on était bien heureux déjà de savoir qu'on allongeait le cycle du produit. Mais avec cette nouvelle découverte, en fait, on se rend compte que non seulement on va allonger la durée de vie du produit, mais on va carrément redonner ce produit-là à la terre et le rendre utile, ce qu'on appelle en fait du surcyclage. C'est le projet que je pilote dans Rosemont, qui est 1000 pieds de vigne, puis on essaye de créer le plus grand vignoble au monde citoyen. 1000 pieds de vigne, mais qui vont être distribués à 1000 personnes différentes, puis ensemble, on va faire quelque chose. C'est parce qu'on sent qu'il y a un effritement total du lien social. Donc, l'agriculture urbaine, c'est surtout parce qu'on a longtemps été déconnecté, en fait, de la production, de ce que ça prend pour produire un aliment de qualité, d'apprendre aux gens comment les aliments se cultivent et de recréer un lien social autour de ça. C'est vraiment prouvé, c'est une activité, tu sais, qui ça fait bouger, c'est thérapeutique, il y a de la belle collaboration, c'est intergénérationnel et au passage, évidemment, on végétalise la ville, on la rend plus belle, on la rend plus intéressante. Puis, justement, vu qu'on n'a pas cette pression de la production, bien, on peut, dans le fond, s'échanger des semences avec notre voisin. On peut dire, bien, moi, j'ai envie d'essayer de cultiver tel poivron ou tel piment qui vient du Pérou ou qui vient de son Afrique natale. Il y a tellement d'échanges possibles autour de ça. Après, est-ce qu'on peut vraiment nourrir la population de Montréal avec l'agriculture urbaine? Si on est capable déjà de nourrir 10 à 20% avec l'agriculture urbaine, ce serait déjà énorme et ce serait déjà extraordinaire. Tout ce qui est périurbain, à moins d'1 heure de Montréal, ils font de la culture, tu sais, du bio-intensif en petite quantité. C'est magnifique. Puis eux ont la capacité de nourrir les gens en quantité et en qualité. C'est ça l'avenir, là. C'est des petites... c'est du bio-intensif, des petites fermes familiales tout autour, tu sais, en périphérie de Montréal. Puis ces gens-là viennent nous amener notre panier, tu sais, 1 fois par semaine. Ça, dans ma tête à moi, c'est là que ça va se passer, en fait.